Alors bonjour à tous, on va vous proposer de retraverser l'Atlantique assez rapidement pour revenir aux archives, puisque on a fait un petit panel de ce qu'on pouvait trouver chez nous. Parce que comme vous l'avez compris, je suis l'intrus parmi vous aujourd'hui, puisque je ne suis pas professeur d'histoire géo, mais archiviste. Donc avec Agnès, quand on a vu le sujet, on s'est dit qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire sur ce sujet-là, parce qu'on avait beaucoup de sources éparses finalement, et c'était un petit peu compliqué de faire quelque chose de construit. Donc on est parti plutôt dans une approche un peu thématique de ce qu'on pouvait avoir. Alors évidemment, un petit panel des séries, parce qu'on est obligé de recouper toujours plusieurs séries, plusieurs fonds. Donc on s'est dit beaucoup de relations commerciales, Bordeaux étant un port, on va sûrement trouver des choses dans le fonds des négociants, par exemple, puis bien sûr dans l'amirauté de Guyenne. Mais on trouve aussi des choses dans le Parlement, parce que certains Américains à Bordeaux ont des démêlés avec la justice, notamment un consul qui a été emprisonné pour dette. La série C, bien sûr, avec la Chambre de commerce, on a trouvé beaucoup de choses. Ensuite, les notaires. Mais bon, les notaires, l'entrée est un peu compliquée parce qu'il faut avoir déjà au moins ou un an notaire ou une année, enfin, pour dépouiller, il n'y a pas d'entrée nominative dans les notaires. Évidemment, l'état civil. On a trouvé des personnes mortes à Bordeaux, des Américains morts à Bordeaux. On a trouvé des personnes nées aussi à Bordeaux. Et évidemment, à partir du moment où ils sont morts, eh bien, on peut regarder leur succession. S'il y en a une, donc là aussi, la série Q, ça nous a bien servi. Période révolutionnaire, beaucoup de choses se passent, puisque la nouvelle République en France se rapproche beaucoup des États-Unis. On a aussi beaucoup de choses sur Fenwick, le premier consul aux États-Unis. Donc ça, on va détailler après un certain point. Vous avez fait des petits points historiques sur certaines choses. Les passeports, beaucoup de gens partent, on est un port, beaucoup de gens partent aux États-Unis, beaucoup de gens arrivent aussi. Donc dans les passeports, on trouve pas mal de choses, mais après c'était vraiment très nominatif, ça n'avait pas un grand intérêt vraiment, à part pour faire des statistiques peut-être. On avait des permis aussi pour les navires américains. Évidemment, pendant la Première Guerre mondiale, les troupes américaines qui arrivent en 17 à Bordeaux. Donc là, c'est Agnès qui va détailler ça. Des fonds privés. Alors, on a trouvé des petites pépites, notamment sur les fonds comme Chovito et Barthé. On vous expliquera un peu pourquoi. Et puis, il y a aussi un petit focus sur une personnalité américaine qui a fini sa vie enfin, qui est morte à Arcachon, mais qui a passé beaucoup de temps à Bordeaux, et qui était un peu une sorte d'homme qui se fait lui-même ici en France et qui a eu une carrière assez particulière, qui s'appelle James Fowler. Enfin, évidemment, les documents figurés, des affiches, des cartes postales, on a essayé d'illustrer un petit peu tout ce qu'on avait. Et puis la presse, la presse, petite gironde, l'illustration, etc. Alors évidemment, on a commencé par des relations commerciales au XVIIIe, où on a fait un petit panel, on a pris quelques extraits de lettres. Donc là, c'est un traité de commerce et d'amitié passé avec les États-Unis d'Amérique septentrionale, où là, l'Angleterre découvre que la France a passé ce traité. Évidemment, il rappelle tout de suite son consul, et le ministre de la Marine de l'époque fait un avertissement à Bordeaux en disant attention aux navigateurs et armateurs parce que probablement les relations vont être rompues avec l'Angleterre et probablement les bateaux vont avoir du mal à circuler sans encombre. Un autre aussi, toujours pareil, du 14 février 1784, où le gouvernement veut inciter des négociants à s'établir aux États-Unis. Et donc là, il va proposer des avantages pour les négociants bordelais. Ils vont, alors j'avais pris un petit extrait, ils vont dire que, évidemment, il y a déjà des commerçants qui se sont installés dans quelques ports, mais encore un petit nombre, car il en coûte à des négociants auxquels des facultés et l'intelligence promettent un fruit assuré de leurs travaux, de rompre tous les liens qui les attachent à leur patrie et de l'abandonner pour aller transplanter au-delà des mers chez un peuple étranger, un établissement dont le succès ne serait pas décidé, voilà, et que le sacrifice ne serait pas dédommagé. Donc voilà, on essaye de faire des propositions assez intéressantes pour tous ces négociants. La même chose pour les négociants en vin, on les incite beaucoup à venir s'installer, puisqu'il dit si nos vins, pour se conserver chez les Américains, ont besoin d'être logés dans des caves bien construites, l'industrie active de ce peuple ne sera pas longtemps en défaut.
et l'assurance de les louer avec avantage aux armateurs français, aux spéculateurs, déterminera bien sûr leur installation et leur succès outre-Atlantique. On trouve aussi des tarifs, des denrées. Alors là, on voit qu'on a du tabac de la Caroline, du Maryland, du riz aussi, de Virginie, de l'indigo, etc. Et on a toutes les marchandises, les cours, etc. et les prix des marchandises. Alors on en trouve, on vous en a mis un exemple comme ça, hein, on en trouve quand même assez souvent dans des dossiers. Ensuite, on voit en fonction de tout ce qui se passe, évidemment, la France 1793, elle est en guerre avec plusieurs puissances européennes, et donc les bateaux ont du mal à fournir pour la pêche. Et donc on voit que là, on va accorder des droits aux navires américains, puisqu'on considère que la France serait totalement privée des avantages que lui procurerait la pêche de la morue si ses alliés ne venaient pas à son secours pour lui procurer cet objet si nécessaire à la subsistance de la classe indigente. Donc voilà, donc ils arrêtent que les bâtiments des États-Unis de l'Amérique qui importeront dans la rivière de la Gironde de la morue, des huiles de baleine, des huiles de morue, etc., jouiront de tous les avantages comme les bateaux français. Ensuite, évidemment, les relations et le fait que les gens partent de plus en plus, migrent de plus en plus vers les États-Unis, les relations commerciales, tout ça, ça va aussi amener à des développements de compagnies maritimes. Alors, on a la première, la Compagnie Générale Transatlantique, c'est une des plus anciennes, puisque c'est les frères Peyrard qui vont la fonder en 1855. Et c'est surtout pour le transport du courrier, donc ils ont beaucoup d'avantages. Mais ensuite, ça va être les marchandises et bien sûr les passagers aussi. Cette compagnie, alors elle est à voile hein, au départ, mais elle va quand même exister très très longtemps. On voit qu'il y a une ligne de Bordeaux-Pauillac qui va à New York, et puis on a la ligne principale qui part du Havre et qui va à New York en 7 jours. Donc ça vous donne une idée de la traversée, ce qui est assez rapide quand même. Et puis une autre ligne plutôt bordelaise, celle-ci, qui était des steamers, hein, des bateaux à vapeur, qui est fondée vers 1800... elle ne dure pas très longtemps, elle dure une vingtaine d'années, parce qu'en fait, ils ont plusieurs bateaux, mais ils ont beaucoup de déboires avec ces bateaux. Et donc là, on trouve ce genre de... Ce sont des publicités, en fait, qu'on trouve dans les annuaires de la Gironde, à partir de 1862, par exemple. Hein, vous arrivez à trouver ça assez facilement. Et alors, je ne me rappelle plus, parce que j'avais pris des notes, mais je ne m'en suis pas servi. Mais celle-ci, elle commence vers 1881, avec les premiers steamers. 1879, même ça commence, et puis ils ont déjà un bateau qui coule, ils ont des procès, enfin ils n'arrivent pas à rentrer dans leurs frais, et assez rapidement finalement ça va s'arrêter. Je crois qu'en 1890, la compagnie, 1891, la compagnie est complètement dissoute. Mais il y en a d'autres, hein, c'est un exemple qu'on vous a mis, parce que les relations se développent vraiment beaucoup, et le fait de migrer vers les États-Unis est quand même quelque chose d'assez important pour le port de Bordeaux. Alors, les premiers consuls. Alors, les premiers consuls, il faut savoir qu'entre 76 et 90, il n'y en a qu'un seul en France. C'est Thomas Barclay, le fameux qui vient à Bordeaux et qui est emprisonné pour dette. Alors, on a un arrêté fait par le Parlement de Bordeaux, hein, côté en MB. Parce que j'ai oublié de vous dire quand même que plus de 30 ans dans les archives, on a quand même des souvenirs. Et tout d'un coup, j'ai eu une illumination. Je me suis dit, mais en 87, ici, il y a eu une exposition sur Bordeaux, les États-Unis. Et en fait, c'est un catalogue d'exposition qui est extrêmement bien fait, qui nous a beaucoup aidé aussi pour vous présenter les documents. Ça nous a évité de faire beaucoup de recherches. Et donc, on s'en est bien servi. Et là-dedans, vous avez beaucoup de choses sur justement les consuls. Il y a tout un chapitre sur les consuls. Alors, on a ensuite un agent commercial, parce qu'il faut savoir que les consuls, ils ne sont pas payés pour leur activité de consul. Donc, ce sont souvent des négociants, ils ont des maisons de commerce. Ils ne sont payés que pour les actes qu'ils passent. Les gens qui viennent passer des actes pour le consulat sont payés à l'acte, en fait. Donc, on a cet agent commercial, c'est William Lee. Puis ensuite, il est remplacé par John Bonfield jusqu'en 1790. Enfin, on a Fenwick. Vous savez, Fenwick, tout le monde connaît peut-être l'hôtel Fenwick. On va le voir de toute façon en photo, vous allez dire « Ah oui » pour ceux qui ne le connaissent pas. Le 7 juin 1790, il est nommé par George Washington.
Il va être consul pendant plusieurs années, jusqu'en 1801, il me semble. Et donc, il s'est associé entre-temps, enfin, il a une maison de commerce avec son frère. Son frère aîné, lui, est aux États-Unis. Lui, il est à Bordeaux, puisque les relations sont ils ont une antenne ici à Bordeaux. Il va s'associer avec un homme politique qui est John Mason. Et John Mason, c'est un proche de George Washington. Et c'est comme ça qu'il va être nommé consul à Bordeaux. Ensuite, il va être remplacé par William Lee, 3 juin 1801. C'est un autre négociant aussi, toujours pareil, ils ont une activité tous commerciale. Et il est nommé, lui, par Jefferson. Alors, Joseph Fenwick, eh ben, on arrive à trouver pas mal de choses sur lui, en recoupant plusieurs sources. Puisqu'au départ, il a un commerce d'huile de baleine avec son frère. Et donc, il va avoir, l'aîné va rester aux États-Unis, lui, il va venir ici à Bordeaux pour surveiller la maison de commerce et gérer la maison de commerce. Et donc, il fera construire plus tard ces fameux hôtels là que vous voyez dans un tableau de la cour, hein, qui est très connu. Il va avoir pas mal de déboires aussi pendant la Révolution parce qu'on va lui réclamer beaucoup d'argent parce qu'on estime qu'il a un hôtel très riche, donc il doit être riche, et donc on va lui demander des sommes astronomiques en impôts fonciers. On trouve pas mal de petites choses sur lui, notamment un passeport, où là on découvre qu'il a un fils qui s'appelle Franco Columbus et qui va partir faire ses études en Espagne, donc il fait une demande de passeport pour l'accompagner. Il se marie aussi en novembre 1792, il va être vraiment intégré à la société bourgeoise locale très vite, puisqu'il se marie avec Catherine Éléonore Ménoir. Donc j'ai trouvé le contrat de mariage passé chez Maître Berberet quelques jours, enfin c'est pas quelques jours avant, c'est même en lisant le contrat, en relisant bien le contrat, je me suis aperçu que c'était le même jour. Il dit qu'il va traverser la rue pour se marier à la maison commune qui est juste en face, sauf que le mariage, je ne le trouve pas. J'ai fait toutes les paroisses, le début de l'état civil, je sais pas, il y a un mystère. Alors soit on n'a pas toute la collection, mais en tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Et on a ce contrat quand même qui fait foi. Ensuite, on va trouver, évidemment, j'ai son acte de décès, parce qu'il va mourir à chaque fois qu'il a des problèmes avec l'administration française. Il menace de repartir dans son pays. Il dit non, moi je ne veux pas payer, parce que de toute façon, je suis ici que pour quelque temps, je vais repartir dans ma patrie. En fait, il ne repart jamais, puisqu'il meurt en 1849, il me semble, et il meurt dans son hôtel à Hôtel Fenwick. Et donc, on a sa déclaration de succession, où là, on apprend, voilà, sous la code 3Q, 45-57, les numéros, les déclarations 400 et 411, où là, on sait qu'il y a l'inventaire après décès qui a été fait par le notaire Rambaud à Bordeaux. On a aussi la cote, hein, si ça vous intéresse. Et on voit qu'il était quand même assez bien matériellement à Bordeaux. Hein. Il y a un bon petit livre de son inventaire après décès, où c'est son fils qui hérite de tout, parce que visiblement, il était déjà séparé avec sa femme. Donc ici, l'inventaire. Hein. Et là, ensuite, on a des lettres dispersées. Alors, on en a une qui est arrivée comme pièce isolée. Dans la série J, c'est les fonds privés. Les pièces, là, celui-là, c'est un fonds isolé. Certainement qu'on a acheté, je pense. Hein, j'ai pas regardé comment elle était rentrée chez nous. Et là, où il raconte il est consul, et il raconte qu'il a des soupçons de fausses monnaies introduites par des bateaux américains. Et donc, il assure entièrement de sa coopération les élites locales en disant qu'il va tout faire pour arrêter ces fauteurs de troubles. Ici, une lettre de remerciement, parce qu'il y a plusieurs fêtes qui se passent pour honorer le peuple américain et les États-Unis d'Amérique qui viennent de se constituer. Et donc là, il remercie au nom du peuple américain. Donc il dit, veuillez agréer l'assurance de ce dont je fais profession pour toute la nation française en général et pour votre société en particulier. Ils sont trop sincères, ces sentiments que je professe pour ne pas partager toute votre joie, des succès brillants qui ont été déjà... j'ai un peu de mal à lire, c'est un peu petit sur cet écran. Je n'avais pas prévu de le faire ici, plutôt là-bas. Voilà, enfin, il dit après que voilà, les termes de votre nation, etc., les citoyens des États-Unis, de l'Amérique se trouvent réunis, bien plus particulièrement encore à la nation française, dans les circonstances actuelles, etc., etc. Et puis, on a carrément la version imprimée d'un plan de fête, toujours pareil, en hommage aux États-Unis, où vous avez d'abord le baiser de la fraternité d'union qui va être donné au consul des États-Unis de l'Amérique.
Ensuite, on vous dit qu'ils vont partir du Champ de Mars. On a tout un défilé dans les rues. Champ de Mars, pour ceux qui ne savent pas, c'est le jardin public. Et donc, on a tout un parcours avec les représentants du peuple, le consul des États-Unis, les capitaines américains, tous les corps constitués, civils et militaires, etc., etc. Les consuls des pays avec qui nous ne sommes pas en guerre, il ne doit pas y en avoir beaucoup à l'époque. Donc voilà, et enfin ça se termine très bien puisque on va porter des santés, c'est-à-dire des toasts, à la réunion du peuple français, à celui des États-Unis de l'Amérique, au peuple des États-Unis de l'Amérique, et puis on va finir tout ça après un bon repas, dans un bal au temple à l'être suprême qui va clôturer la journée et on dansera toute la nuit. Et puis celui qui a fait ce plan, c'est Clochard, hein, c'est un architecte. On peut retrouver aussi des monuments dans Bordeaux faits par cet architecte. Alors là, c'est les relations qui sont beaucoup moins fluides entre Fenwick et les élites locales, puisque vous savez que le 20 mai 93, la Convention nationale va voter un emprunt forcé et volontaire sur les personnes répertoriées qui ont les plus hauts revenus, c'est-à-dire supérieur à 1 millier de livres par an, afin de récolter 1 milliard de livres. C'est la taxe Zuckman avant l'heure. Et donc lui, il va se plaindre parce que il dit que déjà, c'est pas normal. Il dit, j'ai reçu une invitation, alors c'est une belle invitation quand même, du citoyen Bello de payer la somme de 6 000 livres, valeur métallique, pour une contribution à l'emprunt forcé. J'ignore si l'on est autorisé à me faire la sommation du paiement de cette somme. Je ne possède pas en France de biens en fonds la moitié d'une fortune de 5 000 livres en valeur métallique. Ce que je possède n'est ni nouvellement acquis, ni arrivé par héritage. Donc déjà, ça, il n'a pas les valeurs. Et en plus, comme il est consul, il ne comprend pas en quoi ça le concerne. Donc là, il va dire que là encore, il reçoit, toujours pareil, un supplément de taxe de 54 000 livres, ce qui est quand même énorme. Valeur métallique en l'emprunt forcé chez Fenwick, Mason et compagnie. Et il dit que la maison, alors il avait senti venir quand même les choses, puisque le 20 mai, la Convention a passé l'emprunt forcé, mais lui, le 31 mai 1793, ainsi que vous le verrez par la circulaire ci-jointe, les citoyens Mason et compagnie résidant dans les États-Unis, la taxe ne peut pas les concerner. Elle, mais encore plus étrangère, ma qualité de consul d'une nation alliée de la République, me dispense de toute contribution personnelle. Les consuls étrangers l'ont prouvé, etc., etc. Donc, en fait, voilà, il a déménagé la maison de commerce, il n'a plus de comptoir à Bordeaux parce qu'il ne veut pas payer l'emprunt forcé, évidemment. Là, justement, on lui réclame encore parce qu'il a toujours ce fameux hôtel qu'il a fait construire, qui l'administration estime que son hôtel devait lui rapporter entre 9 000 et 10 000 francs de loyer, donc on lui demande encore une taxe proportionnelle à ce que ça doit lui rapporter. Et là encore, il se défend parce que déjà, il n'est plus consul, parce que les relations entre les États-Unis, à cette période-là, entre les États-Unis et la France sont rompues. Il faudra attendre quelques années plus tard pour que ça... Enfin, très peu de temps après, mais je crois que c'est 1801, je crois que l'accord sera re-signé pour établir ces relations. Donc là, il y a des bateaux qui se font attaquer, on verra juste après, on a un exemple. Et puis là, on a cette lettre où là, il dit qu'il a cessé ses fonctions de consul depuis 3 mois. Il dit, c'est vraiment petit, hein. Il dit que j'ai exercé pendant 9 ans, alors il a été consul pendant 9 ans dans notre commune, je ne crois pas être assujetti à aucun impôt personnel, attendu que je suis à même de liquider mes affaires afin d'être prêt à profiter de la première évasion favorable pour retourner, favorable pour retourner dans ma patrie, c'est un peu ça ici, Badin. Ma résidence est donc purement provisoire. Tout agent diplomatique jouit, suivant les lois des usages universels reconnus de toutes les nations, d'un temps moral, communément d'1 an, pour le règlement de ses affaires et le changement de son domicile. Et peut-être savez-vous que le gouvernement français a toutes les raisons possibles d'user envers moi de cette faculté, etc., etc., et de m'accorder sa bienveillance. Et donc, on va encore le solliciter, et là il dit je profiterai également de cette occasion pour vous fournir copie d'une lettre que j'ai écrite aux administrateurs du département au sujet de mes impositions foncières, par laquelle vous verrez, citoyens, que la maison que j'ai fait construire dans le devant des Chartrons numéro 1 n'est ni achevée, ni louée, ni même occupée par moi, excepté une partie de l'entresol arrangée provisoirement pour le consulat, pour le consulat et pour mon logement.
Donc voilà, et il ne repartira jamais, puisque comme je vous l'ai dit, il est mort en 1849. Mais en tout cas, il s'est sorti des situations. Donc les relations qui ne sont pas au beau fixe entre les États-Unis et la France sont symbolisées par cette prise de navire, les deux anges. Alors, les deux armateurs sont deux frères qui s'appellent l'Ange, d'où leur navire, les deux anges, avec le capitaine Chevret, qui lui est parti faire. Alors c'est un ensemble de pièces qui est aussi un fonds privé. C'est des pièces isolées, je pense qu'on a rassemblé dans du DJ à l'époque. Il y a 46 pièces dans ce dossier, où bon, certaines répètent un peu les mêmes choses. Vous avez des pièces en anglais, des pièces en français, une en espagnol, je crois aussi. Ouais, je crois. Et là, il raconte qu'il pensait qu'ils étaient neutres, qu'il pouvait avoir son. Il est parti de Bordeaux à Saint-Domingue pour faire du commerce. Il repart de l'île de la Tortue et là, 2 jours après, il se fait arraisonner par un navire américain, le Boston, qui l'amène à Boston. Et donc là, il fait toute une pièce de procédure pour récupérer son navire et sa cargaison, parce qu'il dit que c'est pas normal. Donc il a tout un tas de faits comme ça, alors c'est en anglais et en français. Alors il dit qu'à son départ d'Europe, les Américains étaient considérés comme neutres, le gouvernement français ne leur ayant pas déclaré la guerre, les vaisseaux de guerre de l'État ne courant pas sur leur nation, et pavillons américains étaient déployés dans toutes les fêtes de la République, de même que le pavillon français, ce qu'on a vu juste avant, effectivement, où on était dans de bonnes relations, là visiblement on ne l'est plus. Et donc il dit aussi que mon armateur me donne des ordres de lui faire des remises pour la voix de M. Roger à New York, par La Roque à Philadelphie, par l'entremise de Stéphane Girard. Alors Stéphane Girard, on aurait bien aimé vous en parler, on aurait bien aimé vous faire un petit focus sur cette personnalité. C'est quelqu'un qui est né à Bordeaux, qui a fait une carrière extraordinaire aux États-Unis, qui a fait fortune aux États-Unis, sauf qu'on n'avait pas d'archives. Alors on était un peu frustrés. Donc là, on était contents de la trouver citée. Voilà, donc on vous le dit. Certes, s'ils se croyaient en guerre avec les États-Unis, au lieu de donner de pareils ordres, ils m'auraient donné celui de courir sur leur navire et ils auraient compris, les Américains, dans la nomenclature des nations en guerre, parce qu'ils savaient que les navires américains fréquentaient les mers d'Amérique et qu'il m'aurait été facile de faire une prise sur eux. Donc voilà, donc il dit que si on l'avait laissé faire, lui aussi il aurait pu s'emparer du navire. Et donc là, on découvre que en plus de ça, il était assuré par quelqu'un qui est assez connu, qui est le général Toussaint Louverture, voilà, à Saint-Domingue, puisqu'il dit, il dit que considération qu'on ne peut s'empêcher d'avoir encore le général Toussaint Louverture avec qui les États-Unis ont fait un traité de commerce qui garantit les propriétés des habitants de Saint-Domingue. Alors premièrement, Monsieur Lange, c'est un armateur des Deux Anges et un habitant du Cap. Il ne l'a quitté qu'à l'époque de l'incendie de cette ville. Il a expédié son navire pour le Cap après l'invitation du général Toussaint Louverture, qui a garanti qu'on respecterait sa propriété. Le capitaine Chevret, celui qui écrit, lui aussi il habite de Port-au-Prince, où il est établi depuis 1792, et la majeure partie de la cargaison du navire Les Deux Anges appartient à des chargeurs du Cap, comme le prouvent les connaissements, etc., relatifs à la cargaison. Et donc, voilà, il dit, c'est pas normal qu'on nous saisisse la cargaison. Donc vous avez tout un dossier, si ça vous intéresse, à exploiter sur cette question. Enfin, l'un des derniers consuls, alors lui, il n'a pas été consul à Bordeaux, il a été consul en France. Il était à Lorient en 1817. Alors pourquoi on vous en parle? Parce qu'on a trouvé ce plan, et c'est les premières machines à vapeur avec les moteurs, vous savez, qui entraînent les roues à aubes, là, des bateaux. Et le premier bateau, il a été construit ici à Bordeaux sur les plans de ce consul américain qui s'appelle Church, Edward Church. Alors il y a même une petite fiche biographique. Alors sur le papier, je suis désolée, on n'est plus de papier blanc. Mais voilà, il y a toute une petite fiche là sur la bibliothèque de Genève parce qu'il a fait des bateaux aussi pour Genève. Enfin bref, il s'est beaucoup promené, même s'il est mort, il est reparti aux États-Unis, il est mort aux États-Unis ensuite. En tout cas, c'est un entrepreneur. Et là, il vient rencontrer des constructeurs de bateaux qu'on a ici à Bordeaux qui s'appellent Chéniaud et Bichon. Et c'est eux qui vont construire ce premier bateau à vapeur sur les plans de Edward Church. Donc on a ce plan dans nos archives. Et ensuite, il a fait des tests sur la Dordogne devant Cubzac. Donc voilà, c'est quand même intéressant de le dire. Et donc ensuite, voilà, il a construit pas mal de bateaux comme celui-ci, un bateau à manège. Et celui-ci aussi, c'est un constructeur bordelais, puisque c'est Mauriac Père de Bordeaux. Évidemment, on passe sur les guerres. La guerre d'indépendance. Alors,
Là, on a déjà, bien avant, juste avant la déclaration d'indépendance de 1776, on a déjà des gens qui sont envoyés secrètement par les insurgés. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la recherche d'armes, de tout ce qui pourrait aider à leur révolution. Et donc là, on a des bateaux qui rentrent dans le port et on vous dit qu'il y a dans ce port 4 vaisseaux de Boston qui sont venus avec des farines. On se propose de les charger d'eau de vie et de liqueur en prétend même qu'ils cherchent à acheter des fusils, des sabres et de la poudre à canon, de la poudre à tirer. Et en fait, on a des envoyés. Donc nous, ici à Bordeaux, c'est Silas Dean qui va venir à Bordeaux. Mais il va se rendre compte qu'il n'aura pas d'aide vraiment à Bordeaux, qu'il faut aller sur Paris. Et donc, il va partir ensuite à Paris. Et là, il aura l'aide de Beaumarchais. Il aura des armes, des uniformes, etc. Alors, on a le premier voyage, évidemment, du marquis de Lafayette dans la guerre d'indépendance. Alors, il va s'embarquer sur la Victoire de Bordeaux. Il va s'engager, alors d'abord le bateau, la soumission du bateau, la soumission du capitaine. Ensuite, on a les actes d'embarquement de tous ses compagnons. Alors, il ne se fait pas appeler le marquis de Lafayette, il se fait appeler Gilbert Dumotier de Chassagnac. Pourquoi? Parce que le roi ne veut pas trop qu'on s'engage dans cette guerre, il ne veut pas que ça soit officiel, et donc en fait, c'est une expédition un peu secrète. Lui, il est trop jeune, il n'a que 20 ans, il ne peut pas armer le bateau lui-même, mais en fait, ça va être Kalb qui va dire, le baron Kalb, qui va être soi-disant celui qui va armer ce bateau, mais en réalité, c'est pas lui, c'est De Broglie. Je me retrouve, ouais, c'est De Broglie. Voilà. C'est le comte de Broglie, voilà, je cherchais quel était son titre. Le comte de Broglie qui va en fait armer les bateaux en secret parce que lui, c'était le chef du service secret de Louis XV. Il ne s'est jamais remis de la défaite dans la guerre de 7 ans. Il veut se venger et donc quelle bonne occasion que d'aider les insurgés américains à se venger de l'Angleterre. Et donc tous ses compagnons sont dans la même optique. Donc vous avez, ils s'embarquent, alors pour que ça soit pas trop louche, ils se font enregistrer 3 jours différents. Donc on a les actes d'embarquement dans le 6B, dans nos archives ici, le 6B. Donc voilà, là on a Gilbert Dumotier, chevalier de Chavaillac, âgé de 20 ans, taille haute, cheveux blonds. Voilà, vous avez une description du marquis de Lafayette. Et ensuite, on trouve dans la série C, l'intendance, on trouve des tédéums en action de grâce pour les combats, et puis en fait pour la paix, le dernier pour la paix en 1783. Alors, je vais essayer de... Oui, on avait voulu aussi... on a trouvé quelques petites choses sur la guerre de sécession. Je vais vraiment en passer très rapidement, parce que ça concerne en fait la présence dans la gare, dans la Gironde et dans le port, de 2 bateaux. Un bateau confédéré, donc qui s'appelle la Georgia, qui, lui, fait l'objet d'une surveillance assez intensive de la part des autorités. On en voit même... un bateau de surveillance depuis le port de Rochefort. Et donc ce bateau reste, c'est au mois de mars 1864, le bateau reste un petit mois dans le port. Et pendant ce mois-là, il est surveillé donc activement par la préfecture. Et au contraire, je vais passer un petit peu, voilà, un bateau de l'Union, donc un bateau officiel, disons. Là, on est au mois d'août 1864 et donc on accueille ce bateau fédéral qui s'appelle l'Iroquois. Et là, on l'accueille de manière beaucoup plus protocolaire, puisque le capitaine, le consul adresse un courrier au préfet pour recevoir le capitaine, on fait tirer des coups de canon, voilà. Donc, c'est tout ce qu'on a trouvé sur la guerre de sécession, c'est assez anecdotique, mais ça s'exporte quand même, le conflit s'exporte jusque sur nos côtes. Et évidemment, voilà, on a beaucoup plus de sources, de documents qui concernent la Première Guerre mondiale, et notamment la présence des Américains en Gironde. Alors, on a d'abord des documents iconographiques assez généraux sur l'entrée en guerre des États-Unis.
qui sont numérisés, que vous trouverez très facilement sur le site des archives départementales. Bon, des choses assez classiques et générales, voilà, comme cette fiche de propagande très très classique qui explique que l'arrivée des Américains va empêcher les Allemands de percer le front occidental. Donc ça, vous le trouvez très facilement, enfin c'est numérisé, c'est un accès libre sur le site des archives. Et ensuite, on a plusieurs fonds qui vont nous permettre de comprendre la présence ensuite physique des Américains à Bordeaux. Alors, on a d'abord, on peut s'appuyer sur la presse locale. Ici, c'est des extraits de l'illustration du samedi 3 mars 1917. Et on a un article qui narre, qui explique l'arrivée à Bordeaux d'un cargo américain, l'Orléans, qui a fait le trajet depuis New York. Et donc ce cargo, il est arrivé en embouchure le 26 février 1917, après avoir forcé le blocus allemand. Et donc l'article est assez dithyrambique puisqu'il présente la traversée comme un défi lancé aux Allemands qui donc avaient installé le blocus depuis le mois de janvier 1917. Le capitaine Tucker, que vous voyez sur la une, est accueilli en grande pompe par le préfet. On voit la foule qui est massée sur la place de la Bourse. Il y a tout un cortège qui va accompagner le capitaine jusqu'à l'hôtel de ville. Donc parce que les États-Unis ne sont pas encore officiellement en guerre. Et puis il y a un autre navire qui arrive quelques jours après, ce qui s'appelle, un autre cargo, qui est le Rochester. Ensuite, on a plusieurs fonds qui va nous permettre d'étudier donc effectivement la présence américaine à partir de l'entrée en guerre des États-Unis en avril 1917. Donc il y a d'abord le fonds 7R13 dans lequel on va retrouver beaucoup de documents qui concernent le choix de Bordeaux comme port d'attache avec les États-Unis et notamment une chemise qui est nommée base navale américaine exposée des motifs par monsieur Moniz. Alors, M. Moniz, c'est Ernest Moniz, l'auteur du premier document, qui est sénateur de la Gironde entre 1891 et 1920, et qui va tout mettre en œuvre pour que Bordeaux soit choisi pour l'implantation de la base navale de la marine marchande américaine. Donc, c'est ce que vous avez sur la résolution du Conseil général qui émet le vœu que le gouvernement offre aux États-Unis le port de Bordeaux, ses avant-ports, ses annexes pour servir à leur flotte marchande de base navale et donne à nos alliés l'assurance que le département de la Gironde ne négligera rien pour mettre à leur disposition des aménagements vastes, commodes, etc. Voilà, donc il y a tout au début avril, en fait, toute des tractations de la part des autorités locales pour que Bordeaux soit choisi. Donc on trouve dans ce fonds des documents qui font le résumé de tous les avantages des sites du Verdon, de Pauillac, de Blaye, de Bordeaux, évidemment. Donc le 5 avril, c'est même le préfet je crois que le préfet qui rentre dans le jeu, puisque il va venir à Paris accompagné d'Ernest Moniz et puis du député Charles Chaumet pour plaider en faveur de Bordeaux, qui est en concurrence avec d'autres ports, évidemment. Et donc le 13 avril, le ministre de la Marine vient enfin visiter Bordeaux, enfin les installations à Bordeaux, et à la fin du mois d'avril 1917, Bordeaux est officiellement choisi pour devenir la base navale de la flotte marchande des États-Unis, donc le quartier général de la base numéro 2 du Services of Supply. Et donc, pour confirmer tout ça, le vice-amiral William Sims vient visiter au mois de septembre 1917 les installations, en tout cas les sites prévus pour accueillir les installations américaines et les Américains. Donc une fois que Bordeaux a été choisi, il faut mettre en œuvre des aménagements pour accueillir tous ces gens. Et tout ça, ça se trouve dans le fonds 10R13, 53, pardon. Alors c'est des documents un petit peu secs comme ça, parce que c'est beaucoup de tableaux dans lesquels on liste les installations qui vont être
loués, réquisitionnés, cédés pour accueillir les Américains. Mais c'est un document quand même très très riche qui nous permettrait de cartographier la présence des Américains dans tout le département, parce que voilà, on a beaucoup de communes, Bordeaux, Mérignac, surtout au bassin, évidemment. Je ne vois plus. Voilà, il y a énormément des communes, hein, ça va jusqu'à, il y a Codéran aussi, ça va jusqu'à Saint-Sulpice et Camérac, je crois. Et puis voilà, on a des bâtiments qui servent à peu près à tout, hein, soit au cantonnement des troupes, et tout ce qui est lié aux activités du port, en fait, des ports et des travaux de construction du New Bassins, là, qui va accueillir les installations américaines. Et ça, ces bâtiments, ils servent aussi à l'accueil des organismes humanitaires, la Croix-Rouge et le YMCA. Et on peut... et les hôpitaux, évidemment. J'essaie d'accélérer. Et on pourrait même cartographier la présence américaine rue par rue à Bordeaux. La faculté de médecine, alors, je ne sais pas si vous voyez, mais là voilà, la faculté de médecine qui va accueillir le quartier général de la base, des cantonnements, place du Palais, boulevard du président Wilson. Voilà. On pourrait faire un plan de Bordeaux pendant la présence des États-Unis. Voilà. Dans ce fonds, on trouve aussi un contrat de location. Alors, on vous l'a présenté parce qu'il est en anglais. Donc, un contrat de location entre l'armée américaine et puis la famille Sursol qui possède des docks à Bordeaux-Bastide. Et donc, il est en anglais et il me semble qu'il y en a la traduction aussi. Voilà. Et puis toujours enfin, dans ce fonds, une fois que la guerre est terminée, il va falloir réfléchir à ce qu'on va faire de ces bâtiments. Hein, donc au fur et à mesure que les Américains partent, il faut se poser la question de ce que vont devenir ces installations. C'est l'objet de cette lettre, de cette note du président du Conseil, donc c'est Georges Clemenceau, qui explique la réduction des contingents de l'armée américaine va entraîner l'abandon progressif des installations diverses utilisées par eux et il faut se poser la question de ce qu'on va en faire. Donc, au fur et à mesure que les Américains partent, les autorités civiles et militaires décident de la nouvelle affectation des bâtiments. Soit ça reste affecté à des services militaires, soit c'est remis entre les mains de l'État ou du département, soit c'est rendu éventuellement aux propriétaires qui les avaient cédés. Et donc on a encore un tableau, un peu abrupt évidemment, mais dans lequel on voit par exemple que à Souges, le camp de Souges restera un camp militaire, l'hôpital de Beaudésert à Mérignac va rester un hôpital, et puis il y a d'autres lieux qui sont remis donc à leurs propriétaires, qui reviennent à la vie civile. Voilà. Alors ensuite, on a deux autres fonds, je vais essayer d'être rapide, qui sont très intéressants parce qu'ils nous parlent de la vie quotidienne des Américains, enfin avec la présence des Américains. Alors on a souvent des documents qui portent sur la conduite des Américains et les problèmes que peut poser cette conduite, puisque il y a consommation d'alcool, dégradation de biens, tout ça, ça entraîne la plainte des habitants, un risque de bagarre, de conflit avec les ouvriers, et donc intervention de la police militaire. Voilà, donc je vous lis juste l'article 2, tout membre de la force américaine expéditionnaire trouvé dans la rue accompagné d'une femme dont il a raison de douter le caractère sera arrêté et emprisonné. Donc il y a tout un tas de documents comme ça, où on dit là, il en résulte chez les habitants de Lormont et de Bassins une inquiétude bien légitime. Les gens n'osent plus sortir de chez eux dès la nuit tombée. Voilà. Bon, je passe rapidement. Bon, tous ces documents qui font état de relations un peu particulières avec la population. Et puis, mais quand même, non, tout n'est pas, il ne faut pas tout noircir. Il y a aussi des documents qui font état d'un bon comportement des troupes américaines, alors notamment parce que ils organisent un défilé
Et puis, donc, on dit que voilà, ça s'est bien passé, que les Bordelais étaient ravis d'assister à ce défilé, qu'ils ont fait la meilleure impression par leur allure, leur tenue, etc. Bon, voilà, il y a aussi des choses positives. Et voilà, on peut faire bon accueil aux Américains. Ce qu'on retrouve dans le fond suivant, le 10R55, donc avec cette fête nationale du 4 juillet 1918, pour laquelle on va prendre exactement les mêmes dispositions que pour le 14 juillet 1918 aussi, du coup. Voilà, donc on célèbre les Américains qui sont très très courageux, ils n'étaient pas obligés de venir faire la guerre, mais ils l'ont fait parce que ils croient dans des valeurs pour lesquelles se battent les Français, etc., enfin les Alliés. Donc voilà. Et puis ensuite, on a toujours dans ce fond des documents un peu très terre à terre sur le fait que en fait, la population elle augmente assez de manière importante et rapide. Et donc il faut bien faire face à des choses très très concrètes comme la gestion des ordures, la gestion, l'accès à l'eau potable, etc. Et puis aussi quand même, on prend bien soin de séparer les femmes des hommes, parce que effectivement, cette population qui arrive en Gironde, c'est principalement une population masculine. Voilà, donc je passe, enfin, je continue. Et il y avait d'autres documents là, qui montraient que voilà, la Croix-Rouge et le YMCA sont très impliqués dans la prise en charge des réfugiés et puis des soldats, évidemment. Et puis au fur et à mesure que la guerre avance, fait que surtout que les soldats américains sont impliqués dans les combats, il y a de nouvelles préoccupations. Et il faut accueillir les blessés, donc on cherche un peu partout des bâtiments pour y mettre des hôpitaux provisoirement. Et puis ensuite, on cherche des cimetières. Voilà. Donc là, c'est une espèce de revue de terrain qui seront à Lormont, à Lens, Pérignac, Cournot aussi, pour voir si on peut y installer des cimetières. Voilà, on a essayé rapidement de vous montrer un peu tout ce qu'on pouvait faire autour de la Première Guerre mondiale avec nos archives. Et on a le temps de... Je sais pas. Alors... Ouais. Pas vous dire, puisqu'on n'est plus par le temps. On avait prévu des Américains à Bordeaux en Gironde avec des parcours, voilà, comme ce monsieur qui était l'ancêtre, il nous a fait l'ancêtre du paddle en fait. Tout un tas de choses, mais dont on ne peut pas parler, mais vous le verrez dans le PowerPoint, puisque je crois qu'il sera très accessible. Alors, il y a toute son histoire, parce que c'est aussi un dentiste qui a inventé un dentier qui tient tout seul. Et puis, bon, on a tout ça. Sa dernière folie, vous voulez aussi descendre les chutes du Niagara. Alors oui, ça peut l'histoire. Ensuite, on a un fond parté, pareil, vous découvrirez qu'est-ce qu'il a fait. Oui. Jusqu'à la Maison Blanche. Et puis enfin, on a le fond Chomito, où là c'était vraiment intéressant, c'est un fond de famille qui part de Saint-Domingue, la Martinique, les îles, qui va à Philadelphie, qui vient aussi à Bordeaux. Et là aussi, tout un tas de documents. Ce fond-là, s'il y en a parmi vous qui ont une âme de chercheur ou qui voudraient travailler sur des sources en français, en anglais, en espagnol avec leurs élèves, dans le fond Chomito, vous aurez, il y a de la matière vraiment, il y a quelque chose à faire.